Merci Madame Sass. La parole est à Madame Gilda Aubert pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste pour 10 minutes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, nous avons à nous prononcer sur la proposition de résolution européenne déposée par plusieurs de nos collègues socialistes et qui entend revenir sur les modalités de calcul des déficits publics au regard des efforts réalisés par les États membres dans 2 domaines, la défense et les investissements publics. Cette idée, plus particulièrement portée par la France, chemine de manière tangible ces derniers mois parmi nos partenaires européens, surtout concernant les dépenses en défense. Elle doit résolument être à l'ordre du jour du Conseil européen du 25 et 26 juin. Les auteurs de la proposition rappellent en effet certains des objectifs essentiels de l'Union européenne énoncés à l'article 3 du traité qui l'instaure, qui dispose que l'Europe contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la Charte des Nations Unies. Ce cadre général engage l'ensemble des pays de l'Union. Néanmoins, pour y parvenir, les États membres ont des niveaux d'engagement concrets très divers et qui se traduisent par des efforts budgétaires de niveaux également bien variables. La France, tout particulièrement, chers collègues, s'est engagée sur mandat des Nations Unies depuis l'élection de François Hollande en 2012 dans plusieurs vastes opérations extérieures de maintien de la paix qui visent également à lutter contre le terrorisme au bénéfice de l'ensemble du territoire européen. Toutefois, cette donnée essentielle n'est pas prise en compte par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance qui a été signé en mars 2012 par les chefs d'État de l'Union européenne, à l'exception du Royaume-Uni et de la République tchèque, rappelons-le. Cet accord gouvernemental régi par le droit international contient une série d'engagements pris par les États contractants afin, je cite, de renforcer le pilier économique de l'Union économique et monétaire en adoptant un ensemble de règles destinées à favoriser la discipline budgétaire, à renforcer la coordination de leurs politiques économiques et à améliorer la gouvernance de la zone euro. En effet, face à la crise des subprimes de 2008, de nombreux États de l'Union ne sont pas parvenus à respecter les règles fixées par le pacte de stabilité et de croissance, consolidé en 2011 par le six-pack, qui renforce la procédure de surveillance des indicateurs macroéconomiques nationaux et introduit un mécanisme de sanction beaucoup plus ferme. Cependant, l'Union européenne a décidé d'aller plus loin avec la signature du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance qui prévoit l'introduction par les États membres dans leur droit national de procédures garantissant le respect d'une règle d'or définie comme une règle d'équilibre structurel. Ce traité s'appuie sur la notion de solde structurel annuel des administrations publiques et exclut ainsi les variations conjoncturelles et les mesures ponctuelles et temporaires. Il a été transposé en droit français par la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques du 17 décembre 2012, qui a donné lieu ici même à des débats nourris sur l'opportunité de tels carcans normatifs en l'absence durable de dynamisme économique. Le renforcement de la discipline budgétaire est ainsi devenu la règle. Le principe novateur du texte, énoncé à son article 3 et qui fixe les principales dispositions ayant trait à la discipline budgétaire, est donc l'introduction d'une règle d'or. L'article 3 du traité pose en effet le principe selon lequel la situation budgétaire des administrations publiques, État, collectivités locales et administrations de sécurité sociale, est soit en équilibre, soit en excédent. L'équilibre est considéré comme atteint si le déficit structurel de l'État membre ne dépasse pas l'objectif à moyen terme de déficit qui lui est propre, dans la limite de 0,5% du PIB,
pour les pays dont la dette publique excède 60% du PIB. Si la dette publique d'un État est inférieure à 60% de ce PIB, l'autorisation de déficit structurel est doublée, soit 1%. Par déficit structurel, on entend le solde budgétaire corrigé des variations de la conjoncture. La règle prévue par le traité complète donc celle du pacte de stabilité et de croissance, selon laquelle le déficit effectif, c'est-à-dire conjoncturel et structurel, des États membres ne peut excéder 3% du PIB. Ce renforcement de la discipline budgétaire prévoit toutefois des exceptions en cas de faits inhabituels ou une grave récession économique. Le C de l'article 3 dispose, je cite, que les parties contractantes ne peuvent s'écarter temporairement de leur objectif respectif à moyen terme ou de la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Selon le B du 3 de l'article 3 du traité, les circonstances exceptionnelles font référence à des faits inhabituels, indépendants de la volonté de la partie contractante concernée et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou à des périodes de grave récession économique, telles que visées dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant que l'écart temporaire de la partie contractante concernée ne mette en péril sa soutenabilité budgétaire à moyen terme. Des dispositions qui permettent ainsi aux gouvernements de l'Union qui maintiennent leurs efforts structurels de déroger, avec l'accord de la Commission, au carcan du traité et d'éviter les sanctions économiques associées en demandant des reports de leurs objectifs de moyen terme de déficit nominal. Toutefois, rien dans le traité ne se rapporte, comme le remarquent justement les auteurs de cette proposition de résolution, aux efforts relatifs réalisés respectivement par les États membres en matière de défense afin de contribuer à la réalisation des objectifs généraux du traité sur l'Union européenne et notamment ceux visant le maintien de la paix et la lutte contre le terrorisme. Et ce n'est pas un mince sujet, tant les surcoûts annuels des opérations militaires extérieures françaises, les OPEX, engagent des montants importants. 873 millions d'euros en 2012, constitués principalement par le maintien des opérations en Afghanistan. 1,25 milliard d'euros en 2013, année de l'opération Serval au Sahel et au Mali. Et encore 1,12 milliard d'euros en 2014, avec entre autres l'opération Sangaris en République centrafricaine. Ces opérations non budgétées font l'objet d'un financement interministériel et ne pèsent pas sur le seul budget de la dépense. Malgré tout, sur l'ensemble du PIB national, l'effort budgétaire en matière de défense pour la France est considérable puisqu'il est sensiblement identique ces dernières années, à peu près plus de 1,5%. En Italie, cet effort budgétaire en défense est comparativement de moitié et en Allemagne des 2/3. Ainsi, ces opérations faites sous mandat de l'ONU fondent une inégalité de situation entre les partenaires européens, inégalité que dénoncent les auteurs de la proposition de résolution, ce sur quoi nous les rejoignons comme nous rejoignons le gouvernement. En effet, ces disparités, stables dans le temps, peuvent être considérées comme structurelles et donc légitiment la demande d'une révision de la définition de l'assiette du déficit public structurel qui figure à l'article 2 du protocole numéro 12 du traité sur l'Union européenne, afin qu'elle repose également sur une juste appréciation des efforts consentis par les OPEX. Le second sujet que soulève cette proposition de résolution concerne les conclusions de la Commission européenne remises le 3 juillet 2013 aux exécutifs nationaux en vue de l'exclusion des investissements publics du calcul des 3%, conclusion qu'il s'agirait maintenant d'inclure au protocole du traité. Ce sujet est là également essentiel et récurrent, porté par de nombreux économistes et de nombreux élus, avant d'avoir été repris par la Commission européenne dans un contexte de reprise économique atone
sur l'ensemble de l'Union. La nouvelle interprétation par la Commission européenne de la flexibilité du pacte budgétaire, produite dans une communication du 13 janvier de Pierre Moscovici et Valdis Dombrovskis, va en ce sens même s'il est limité à certains investissements et ne concerne que les pays dont les 3% de déficit public nominal. Les auteurs de la présente proposition de résolution demandent donc que cette communication soit révisée pour qu'elle s'applique, quelle que soit la situation économique de l'État membre. En cas de croissance faible et pour préserver le niveau d'investissement, l'ensemble des États membres pourraient ainsi déduire de leurs calculs les dépenses réalisées pour le cofinancement de projets européens sur leur sol, issus des fonds régionaux ou du futur Fonds européen d'investissement stratégique. Vous l'aurez compris, le groupe RRDP soutient fermement cette initiative et votera en faveur de cette résolution européenne. Je vous remercie. Merci.